chers élèves des 4e années scientifiques. Je suis Madame Lamia Hajamr, professeure de français au lycée Ksibet el-Mediouni de la région de Monastir. Je vous présente aujourd'hui une séance d'explication de texte encadrée par Madame Nuzha Benahriz, inspectrice de français. Au cours de cette séance, qui intervient dans le cadre du module d'apprentissage numéro 1, Souvenirs et nostalgie, nous allons expliquer un extrait de l'œuvre de Christian Signol, Bonheur d'enfance. Cet extrait, qui se trouve à la page 10 de votre manuel scolaire, est intitulé « À l'ombre de mon grand-père ». Découvrons alors ensemble ce texte. Comme vous le savez, chers élèves, le paratexte est très important car il nous fournit des informations qui pourraient nous éclairer dans notre explication de texte. Je vous rappelle que le paratexte, c'est l'ensemble d'éléments qui accompagnent le texte qui l'entoure, comme son titre, ou le titre de l'œuvre d'où il est extrait, ou le nom et la présentation de l'auteur, et aussi la page de la couverture de l'œuvre source. On apprend alors que l'auteur de ce texte, c'est Christian Signol. Christian Signol, c'est un écrivain français contemporain, né en 1947. À l'âge de 11, il a quitté son village natal et il s'est séparé de sa famille pour poursuivre ses études. Cet événement l'a marqué et a fait de lui un écrivain. On apprend aussi que ce texte est extrait de son œuvre, c'est-à-dire de l'œuvre de Christian Signol, intitulée « Bonheur d'enfance ». Et on apprend aussi que notre texte est intitulé « À l'ombre de mon grand-père ». Faisons alors des hypothèses de lecture à partir du titre de l'œuvre et de celui du texte aussi. Bonheur d'enfance, on peut dire qu'il s'agirait d'une évocation d'une enfance heureuse, probablement c'est celle de l'auteur. Et si c'est le cas, il s'agirait donc d'un récit autobiographique. Concernant le titre de texte, on peut aussi faire l'hypothèse suivante à partir du titre du texte, qui est un groupe prépositionnel introduit par la préposition « à ». Et donc, être à l'ombre de, ça peut être compris comme être sous la protection de ou bien sous l'influence de. On remarque aussi la présence de l'adjectif possessif « mon » dans ce titre, qui marque ce lien affectif étroit entre le narrateur et son grand-père. Et on peut aussi faire l'hypothèse suivante, c'est qu'il s'agirait d'une évocation du grand-père. On peut donc faire l'hypothèse suivante. Il s'agirait d'un texte autobiographique en hommage au grand-père du narrateur. Ce grand-père semble être exceptionnel par son charisme, sa grandeur, sa protection. Lisons à présent ensemble le texte. À l'ombre de mon grand-père, je le revois, occupé à sa grande toilette des dimanches matins, aiguiser son rasoir sur la pierre, faire mousser sa barbe avec le blaireau, se raser lentement, précautionneusement, et passer sur ses joues une eau de Cologne dont je n'ai jamais retrouvé sur d'autres la fraîcheur. Je sens encore l'odeur de son costume de velours à grosses côtes, odeur de propre, de savon de Marseille, de lessiveuse et de lavoir, de repos bien gagné. Je le revois face à moi, appliqué à manger comme si c'était une fête. Je revois son grand corps osseux qui ne pliait jamais, ses bras fins parcourus de grosses veines bleues, ses mains savantes, serrées sur un manche d'outils. Je le revois assis dans son appentis, à l'abri de la pluie, triant ses haricots secs et, plus tard, près de sa cuisinière de fente, garnir le fourneau, replacer ses cercles brûlants, lire le journal, regarder infiniment ses mains ouvertes devant lui, comme pour mesurer le travail accompli. Je le revois enfin sur sa bicyclette, vieillissant mais toujours au travail, en route vers le jardin, sa musette à l'épaule, trait droit, le regard loin porté, car ce jardin aidait mes grands-parents à subsister.
Malgré l'aide de mon père et de ma mère, de leurs autres enfants, mes grands-parents vivaient, en effet, comme je l'ai déjà dit, de bien peu de choses, seulement de quelques billets difficilement gagnés. Lui, j'en suis sûre, n'en souffrait pas. Posséder une maison, fût-elle de 3 pièces, manger et se chauffer suffisait à son bonheur. Elle aurait voulu gâter ses petits-enfants. Elle devait user de stratagèmes pour soustraire du porte-monnaie les pièces nécessaires à sa générosité. Quand il s'en rendait compte, l'explication devenait vite orageuse. Parfois, quand elle ne trouvait pas d'autre défense, elle lui reprochait d'avoir refusé la pension de blessé de guerre, qu'il avait toujours farouchement repoussée, jetant rageusement les lettres dans le foyer. Longtemps, hélas, cette pension refusée fut sujet de discorde entre elle et lui. L'argent manquait et elle aimait tant faire plaisir à ses petits-enfants. C'est après la mort de ma grand-mère que, seule avec lui, j'ai osé lui poser la question. Pourquoi avoir refusé ce qui était un droit et les aurait aidés à mieux vivre? Ce soir-là, foudroyée, je me suis sentie misérable quand il m'a répondu d'une voix qui a sonné comme une lanière de fouet. On ne se fait pas payer pour avoir eu honte d'être un homme. Tel était cet homme magnifique qui parlait si bien avec les yeux. Christian Signol, Bonheur d'enfance. Vérifions à présent nos hypothèses de lecture en étudiant la situation d'énonciation dans ce texte, c'est-à-dire en essayant de répondre aux questions suivantes: qui parle, à qui, de qui et quand. Pour le faire, on va revenir au texte pour relever les indices qui nous renseignent sur les personnages et qui nous permettent d'identifier qui parle, à qui et de qui. On note donc la présence de la première personne du singulier, le je, au début, au milieu et même à la fin du texte. Ce je, ça réfère au début du texte au narrateur adulte, maintenant au moment de l'écriture de ce texte. Et à la fin du texte, ça réfère au narrateur enfant. On remarque aussi la présence de la troisième personne du singulier, lui, le, et cette troisième personne du singulier, elle est présente aussi grâce aux adjectifs possessifs ses bras. On déduit donc que celui qui parle, c'est le je, c'est-à-dire c'est le narrateur. De qui parle-t-il? Il parle de le, il parle de lui, c'est-à-dire il parle de son grand-père, comme l'indique le titre. À qui s'adresse le narrateur? On n'a aucun indice, aucun élément de réponse qui nous renseigne sur celui à qui on s'adresse, et donc c'est par défaut au lecteur. On récapitule donc. Qui parle, c'est le narrateur, le je. À qui parle-t-il? Au lecteur par défaut. De qui parle-t-il? Il parle du grand-père du narrateur. Le pronom personnel complément d'objet direct, le, renvoie à mon grand-père dans le titre du texte. Essayons maintenant de répondre à la question quand. Pour le faire, on va revenir au texte et on va focaliser maintenant sur les temps verbaux présents dans ce texte. On note donc la présence du présent de l'indicatif dans le verbe revoir, je le revois. On note aussi la présence du passé composé, et retrouvé. Et on note aussi la présence de l'imparfait, plié. On déduit donc qu'il y a deux temps verbaux présents dans ce texte. Le présent de l'indicatif dans je le revois, je sens encore, j'en suis sûr, qui renvoie au moment de l'écriture du texte. Et on note aussi la présence de l'imparfait dans il pliait, souffrait, était, et le passé composé dans je n'ai jamais retrouvé, je me suis senti.
Ces deux temps du passé renvoient au passé, c'est-à-dire à l'enfance du narrateur. On déduit donc qu'il s'agit bien d'un récit autobiographique écrit à la première personne dans lequel le narrateur-auteur dresse le portrait de son grand-père en relatant le souvenir qu'il garde de lui. J'attire votre attention, chers élèves, sur le fait qu'il y a une expression qui se répète dans le texte comme un leitmotiv. On revient donc au texte pour identifier cette expression qui se répète. On remarque donc la répétition de l'expression « je le revois ». Il s'agit donc d'une anaphore, puisque une anaphore, c'est la répétition du même mot au début de chaque phrase, de chaque paragraphe, ou bien de chaque vers, ou bien de chaque strophe, s'il s'agit d'un poème. Dans cette anaphore, le pronom personnel « le », qui a la fonction de complément d'objet direct, renvoie au grand-père. Et le verbe « revoir » ici n'est pas utilisé comme un verbe qui exprime la vision matérielle, la vision d'optique, mais ça a le sens de voir de nouveau par la mémoire, de se remémorer, de se rappeler, de se souvenir. Donc, cette anaphore souligne l'omniprésence de l'image du grand-père dans la mémoire du narrateur, comme elle sert aussi à structurer le texte et à assurer sa progression, puisqu'elle permet de brosser le portrait du grand-père dans différentes situations, occupé à sa grande toilette, appliqué à manger, assis dans son appentis, vieillissant mais toujours au travail. Essayons donc d'étudier le portrait du grand-père dans ces situations différentes. Commençons tout d'abord par étudier le portrait du grand-père faisant sa toilette. On retourne au texte et on remarque la présence des verbes d'action aiguiser, faire mousser, se raser, passer, comme on note la présence des adverbes lentement, précautionneusement. On remarque aussi la présence du champ lexical de la propreté, odeur, odeur de propre, savon de Marseille, lessiveuse. Comme on note aussi la présence de l'hyperbole dans cette partie du texte dont je n'ai jamais retrouvé sur d'autres la fraîcheur. On déduit donc que grâce à ces adverbes, lentement, précautionneusement, grâce au champ lexical de la propreté, fraîcheur, odeur de propre, savon de Marseille, lessiveuse, grâce à l'accumulation des verbes d'action et à l'hyperbole, je n'ai jamais retrouvé sur d'autres la fraîcheur, on brosse le portrait d'un homme soigneux, appliqué et propre. Voyons maintenant quels sont les procédés d'écriture employés par l'auteur pour brosser le portrait du grand-père à table. Revenons au texte et on remarque la présence de la comparaison. Je le revois face à moi, appliqué à manger comme si c'était une fête. Grâce à cette comparaison, l'auteur veut nous dire qu'il s'agit d'un grand-père respectueux des règles du savoir-vivre et respectueux des bonnes manières. Qu'en est-il du portrait du grand-père au travail? On remarque que dans le texte, il y a une accumulation de verbes d'action, triant ses haricots, garnir le fourneau, replacer ses cercles brûlants, lire le journal, regarder infiniment ses mains, et on remarque aussi la focalisation sur les mains du grand-père grâce aux expressions suivantes.
ses bras fins, ses grosses veines bleues, comme on note aussi la présence de la concession, vieillissant mais toujours au travail. On récapitule donc la métaphore ses mains savantes, les adjectifs grosses veines bleues et droit, l'accumulation de verbes d'action, triant, garnir, replacer, et la concession, vieillissant mais toujours au travail, servent à focaliser sur les mains du grand-père, sa posture et ses activités pour souligner son côté laborieux malgré son âge. Voyons donc pourquoi ce grand-père vieux, un peu fatigué, continuait-il à travailler malgré son âge. On retourne au texte et on remarque qu'il est écrit « Ce jardin aidait mes grands-parents à subsister malgré l'aide de mon père et de ma mère, de leurs autres enfants. Mes grands-parents vivaient de bien peu de choses, seulement de quelques billets difficilement gagnés. Alors, le grand-père vit dans une situation financière un peu difficile. C'est pourquoi il est obligé de travailler. On remarque aussi qu'il y a une deuxième raison mentionnée dans cette partie du texte. Elle lui reprochait d'avoir refusé la pension de blessé de guerre, qu'il avait toujours farouchement repoussée, jetant rageusement les lettres dans le foyer. On déduit donc que si le grand-père continuait à travailler malgré son âge, c'est parce qu'il était dans le besoin en dépit de l'aide de ses enfants, mais essentiellement, c'est parce qu'il a refusé la pension de blessé de guerre. Et ça, c'est la raison principale à cause de laquelle il était dans le besoin. Donc, les verbes repousser, jeter et refuser, et les compléments de manière, farouchement et rageusement, ces procédés traduisent son refus catégorique de cette pension de blessé de guerre qui aurait pu l'aider à subvenir aux besoins de sa famille tout en se ménageant. Voyons donc pour quelle raison ce grand-père refuse cette pension de blessé de guerre malgré sa situation financière difficile. On revient au texte et on trouve qu'à la fin du texte et dans le discours du grand-père, il y a la réponse à notre question. Le grand-père dit à son petit-fils « On ne se fait pas payer pour avoir eu honte d'être un homme ». On déduit donc que dans ce discours du grand-père, il y a la forme négative « on ne se fait pas ». On remarque aussi que le grand-père parle sur un ton mélancolique et triste. Comme on remarque que le pronom indéfini « on » et le présent de l'indicatif dans le verbe « se fait » donnent à cette phrase une portée générale qui en fait une devise. On peut déduire donc que le grand-père refuse la pension de blessé de guerre parce qu'il estime qu'il ne la mérite pas. En effet, il a honte de son passé de soldat car, à cause de sa blessure, il a dû abandonner ses camarades sur le front et renoncer à son devoir sacré de défenseur de patrie. Donc, au regard de son petit-fils, le grand-père est un homme de principe, un homme honnête et fier, puisqu'il a refusé cette pension de blessé de guerre malgré la nécessité. Voyons donc quel sentiment éprouve le narrateur en évoquant le souvenir de son grand-père. On revient au texte et on trouve que l'auteur, à la fin du texte, insiste sur ses sentiments en disant « Foudroyé, je me suis senti misérable
quand il m'a répondu d'une voix qui a sonné comme une lanière de fouet. Et quand il a dit aussi, tel était cet homme magnifique qui parlait si bien avec les yeux. Donc, il y a l'emploi de l'hyperbole et de la comparaison dans la première phrase en disant « foudroyé », je me suis senti misérable, et en disant que la voix du grand-père a sonné comme une lanière de fouet. On note aussi la présence de l'antithèse grâce aux deux adjectifs misérable et magnifique. Le premier adjectif misérable sert à qualifier le narrateur. Le deuxième adjectif magnifique sert à qualifier cet homme qui est le grand-père du narrateur. On note aussi la présence de l'emphase. Tel était cet homme magnifique. On déduit donc que l'hyperbole, la comparaison et l'antithèse mettent en relief la honte du narrateur qui regrette d'avoir osé demander à son aïeul, c'est-à-dire à son grand-père, des explications sur son refus de la pension de blessés de guerre. On déduit aussi que l'emphase et l'antithèse traduisent l'admiration qu'éprouve le narrateur pour son grand-père qu'il vénère pour son honnêteté et sa grandeur. On peut donc faire la synthèse suivante. Dans cet extrait de Bonheur d'enfance, Christian Signol évoque avec beaucoup de nostalgie le souvenir d'un grand-père exceptionnel par son sérieux, sa droiture, sa grandeur et sa fierté. Ce récit est pour l'auteur un moyen de rendre hommage à son aïeul et de pérenniser son souvenir. Voilà donc, chers élèves, nous arrivons maintenant à la fin de notre séance qui, j'espère, vous a été utile, et je veux juste attirer votre attention vers la fin de notre séance sur le fait que vous pouvez exploiter cette explication, vous pouvez exploiter le nom de l'auteur, le titre de son œuvre Bonheur d'enfance dans la production écrite. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.